Salam alaikum, bonjour. Bienvenue sur Focus Télévision, chers internautes, followers et viewers. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque qui n'est plus à présenter, donc le professeur Sanoussi Diakité, enseignant-chercheur, inventeur, candidat aussi à la présidentielle de 2024. Professeur Sanoussi, Merci beaucoup. Merci pour votre invitation à Focus Télévision. Comme vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur en sciences et techniques industrielles, ingénieur de la formation, spécialiste en ingénierie de la formation et de l'insertion. Je suis expert industriel, membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. Mais on me connaît comme inventeur de la machine à fouillon. Je suis le président de AMFIT. AMFIT, c'est Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail. C'est notre formation politique. Donc je suis le président et puis j'en profite pour saluer tous les adhérents, pour les encourager dans le travail et les efforts qu'ils sont en train de faire pour davantage promouvoir AMFIT ici au niveau national qu'au niveau international, et que nous nous concentrons sur notre objectif, sur la présidentielle 2024. Et je suis candidat, comme vous l'avez dit, Inch'Allah, candidat à cette élection de 2024 à la présidentielle. très bien, Monsieur le Président. Donc, nous avons vu dernièrement, vous aviez fait votre investiture au niveau de Dakar, donc où on a remarqué la présence de personnes de renom au niveau donc, du gouvernement actuel, donc, dont vous étiez membre aussi. Et pouvez-vous venir dans le vif du sujet? Quelles sont vos motivations pour cette présidentielle? Donc, vu que vous êtes homme politique, vous avez une base politique déjà au Kolda, donc vous avez été candidat à la municipalité dernièrement aussi. Donc, revenez-nous un peu sur les motivations donc, de votre candidature et de manière laconique, parlez-nous de votre programme donc, pour faire avancer ce pays. Très bien. En fait, effectivement, le 28 janvier 2023, nous avons organisé au Radisson, à Dakar, la conférence nationale AMFIT. Et ce jour-là, une résolution a été prise pour ma candidature à la présidence de la République du Sénégal. Il y avait effectivement d'éminents intellectuels qui ne sont pas membres du gouvernement. Il y avait le professeur Marité Ounian, qui n'est plus membre du gouvernement, évidemment. Mais la plupart, c'était des intellectuels qui sont venus là-bas pour leur expertise, des économistes, etc., pour entretenir les gens sur la thématique que nous avons choisie, c'est-à-dire faire du travail le principal facteur de la production économique au Sénégal pour assurer notre souveraineté économique. Et tout cela a fait l'objet de beaucoup d'explications ce jour. Bien, effectivement, je suis candidat à la présidence de la République. J'ai l'ambition d'être président de la République du Sénégal. C'est une ambition adossée à une vision, et la démarche est une innovation. Pourquoi c'est une vision? Quelle est cette vision-là? La vision, c'est de voir le Sénégal exercer la plénitude de sa souveraineté économique. Et la réalisation de cette souveraineté économique, c'est vraiment le but que nous poursuivons. Et nous voyons là le Sénégal dans la plénitude de l'exercice de sa souveraineté. Et cela, ça passe par un instrument qui nous est propre et sur lequel nous avons toute maîtrise, c'est le facteur travail. Organiser le travail, valoriser le travail, de manière à ce que ce soit un levier de développement. Jusque-là, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au Sénégal. On n'a jamais organisé le travail comme un levier de développement. On a organisé le travail dans le cadre des relations entre patronat et travailleurs, avec le Code du travail, mais le travail en tant que tel dans la société, ça n'a pas été le cas jusque-là. Alors nous avons pensé que nous avons les moyens de notre souveraineté, on ne l'a jamais utilisé, on a préféré plutôt nous appuyer sur le facteur capital. Mais le facteur capital,
nous n'avons pas toujours la maîtrise parce que c'est des emprunts que nous faisons. Et ces emprunts-là grèvent notre PIB parce que jusqu'à 73% de notre PIB est consacré au remboursement de dettes. Voilà. Donc, ce n'est pas une voie viable. Alors que nous avons une autre ressource, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons une population jeune et en pleine possession de sa capacité de travail, mais qu'on n'utilise pas. Voilà. Voilà l'hypothèse de base qui a conditionné un peu notre programme en tant qu'enfit. Maintenant, cette ambition-là, pour dire que ce n'est pas une prétention, c'est une ambition que nous avons pour le Sénégal. Nous savons que c'est réalisable. Et la réalisation d'un tel but, d'un tel objectif, ça passe par des programmes productifs qui vont être installés dans le cadre de l'État. C'est des programmes productifs publics. On ne parle pas de fonction publique, mais on parle de programmes publics. On ne parle pas d'encadrement, on parle de production. Voilà. Jusque-là, l'État n'a fait que mettre en place des structures d'accompagnement, d'encadrement, de formation, etc. Il ne s'agit pas de cela maintenant. Il faudrait que ce soit des structures productives qui génèrent de la valeur économique. Et c'est cette valeur économique qui pourra effectivement procéder au recrutement massif des jeunes. Ce n'est pas compliqué. Il y a 9 secteurs dans lesquels nous allons monter ces programmes productifs-là et qui vont alors créer des millions d'emplois. Ce n'est pas... Tant qu'on peut créer de la valeur économique, on peut payer des salaires. Mais nous, on parle de salaire, c'est-à-dire un revenu régulier qui permet à la personne de se sécuriser, de préserver sa dignité et de vivre quand même dans la quiétude et qui devient, par ce biais-là, un agent économique viable. Parce qu'il devient un consommateur viable. En étant un consommateur viable, il participe à la dynamisation de l'économie du Sénégal. Effectivement, tout de suite, vous avez tantôt dit que la population sénégalaise est majoritairement composée de jeunes. Et puis nous avons vu que la majorité de ces jeunes sont au chômage. Et vous avez été directeur de la formation de l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle. Et tout de suite, vous avez dit le process aussi de l'État, c'est d'être dans un registre de formation, pas dans un registre d'employer donc les jeunes. Et votre programme, votre vision, le levier, la locomotive de votre vision donc, est le facteur travail. Maintenant, quels sont les 9 secteurs concrètement, quels sont les secteurs et quels sont les process dont vous aimeriez mettre en place pour pouvoir changer déjà ce qui est en place dans ce pays, ce qui marche bien? Voilà. En fait, je ne voulais pas dire que la formation n'est pas importante, mais la formation est un moyen qui accompagne l'action. L'État a fait de la formation, on peut reconnaître cela, mais ils ne sont pas allés plus loin, c'est-à-dire dans l'organisation même du travail. Il fallait organiser le travail et ne pas laisser les gens travailler pour eux-mêmes. Pour l'essentiel, on a laissé les gens travailler pour eux-mêmes. Sur des populations, des gens qui sont en emploi, qui génèrent du revenu par l'activité, quand elles sont estimées à 3 990 000 personnes, mais parmi ces 3 990 000, il n'y a que 500 000 qui sont salariés. Donc les salariés, c'est... Et puis si vous prenez sur l'ensemble de la population active, qui est environ à 9 300 000, vous voyez que les 500 000 salariés ne représentent que 5% de la force de travail. Alors, donc cela veut dire qu'on est très loin de pouvoir utiliser la force de travail de manière convenable. Maintenant, oui, il est possible de recruter des jeunes pour les mettre dans des programmes productifs. Nos programmes productifs, il y en a 9. Il y a dans l'agriculture, dans la transformation agroalimentaire, dans le transport, dans l'environnement, dans l'artisanat, dans l'élevage, dans la pêche, dans le numérique et dans les infrastructures. Voilà. Et dans tous ces secteurs-là, on les a choisis pour qu'ils puissent être des moyens d'absorption de la main-d'œuvre. Et on parle d'emplois salariés, nous, que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs,
on parle de revenus, on parle d'emploi. Hein? Donc, même l'agriculture, jusque-là, pourquoi les jeunes ne se tournent pas vers l'agriculture? Parce que ça ne génère pas suffisamment de revenus pour les jeunes. Mais dès lors qu'on va instaurer le système de salaire, venir travailler et être payé, la production qui va être obtenue va être vendue, et cette production-là vendue pourra continuer à payer les jeunes. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est de l'organisation qu'il faut faire. Donc, voilà les 9 secteurs, les 9 programmes que nous comptons mettre en œuvre une fois à la tête du pays. C'est des programmes simples. Hein? Vous savez, on cherche beaucoup la sophistication, la complexification des choses, etc. On veut tout complexifier. La vie, selon l'approche, les solutions les plus efficaces sont les solutions les plus simples. C'est pratique et pragmatique. On cherche à résoudre un problème, on ne cherche pas juste à expliquer ou bien à se donner bonne conscience, ou bien à vivre du problème. Il y a des gens qui sont en politique pour vivre des problèmes. Ce n'est pas pour les résoudre. Nous, on veut les résoudre. Avec nous, 2 problèmes seront résolus dans le cadre de notre programme. 1, c'est l'emploi. 2, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ces 2 problèmes-là seront résolus. Parce que par l'emploi massif, l'organisation du travail dans l'agriculture, on atteindra l'autosuffisance alimentaire. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment des surfaces impressionnantes, non emblavées aujourd'hui, non cultivées, et que si elles étaient cultivées, ben, ça allait booster notre production agricole. Il suffit simplement de mettre les jeunes au travail dans ces surfaces-là. Il y a plus de 1 million d'hectares qui sont actuellement en friche, hein, qui sont des terres arables, mais non cultivées. Il suffit simplement qu'on organise la production agricole sur ces terres-là pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les conditions de production hivernale. Et qu'on ne pense pas que le salaire dans l'agriculture va être sur 3 mois, non, c'est sur 12 mois. Parce que la production agricole ne se limite pas à 3 mois. Si la pluie, c'est sur 3 mois, pour l'essentiel, la production agricole dépasse loin. Parce que la production agricole, c'est depuis la préparation des sols jusqu'à la commercialisation du produit, ça fait partie de la production agricole. C'est ça. Voilà. Il y a tout un processus. Voilà. Voilà. Si on comprend bien, moi-même, avant aujourd'hui, je vous avais suivi, donc vous aviez dit que le problème de l'employabilité, quand vous accéderez à la magistrature suprême, ce sera un problème que vous réglerez. Oui. Maintenant, concrètement, parce qu'on voit que le secteur est... Et je n'ai même pas dit employabilité, hein? J'ai dit emploi, carrément. Vous savez pourquoi il y a une différence? Oui. L'employabilité, c'est l'aptitude à occuper l'emploi. Mais l'emploi, c'est carrément l'occupation du poste de production. On donnera on va mettre les jeunes dans les situations de travail productifs. Dans ce process de mettre les jeunes dans des situations donc, de travail de production, oui. Ma question sera de mettre en corrélation la question de l'employabilité et de l'emploi. Donc, est-ce qu'il y aura concrètement une formation qui va permettre aux jeunes d'être déjà formels et de se professionnaliser dans ce qu'ils font? Parce qu'on ne peut pas continuer donc, dans l'informel, toujours dire qu'on va recruter des jeunes, leur donner une seule source de motivation qui est l'aspect pécuniaire, le salaire, sans penser à d'autres aspects de motivation. Parce que sur 12 mois, juste l'aspect pécuniaire n'est pas un aspect qui va permettre au moins de booster facilement comme ça l'autosuffisance alimentaire. Donc, quels sont les leviers que vous allez mettre en avance pour qu'il y ait une corrélation entre l'employabilité et la mise en place de l'emploi concrètement? Non, l'employabilité, donner les aptitudes à occuper un emploi, bien sûr. Avant que tu puisses assurer une fonction de travail, il faut en avoir la qualification. La qualification. Voilà. Donc, la formation, elle est importante dans le processus. Devant une situation de travail, devant une fonction de travail donnée, il faudrait amener celui qui doit travailler à être apte à exercer cette fonction. Cette aptitude-là est donnée par la formation. Voilà. Donc, si elle est apte, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas apte, la personne n'est pas apte, il faut lui donner l'aptitude.
L'employabilité, ça va couvrir un ensemble de choses, mais pour ce qui est le plus essentiel, c'est la qualification à l'exercice d'une fonction de travail. Voilà. Maintenant, l'emploi, le pécunier est le cœur du problème. Tout le problème des jeunes, c'est des questions de revenus d'abord. Parce qu'il faut préserver sa dignité. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un et il ne faut pas fragiliser, précariser l'existence d'une personne. Mais c'est par le revenu que la personne se préserve de ses périls. Donc, c'est essentiel que les gens aient les revenus. Pourquoi les gens prennent la mer? C'est pour aller chercher du revenu. Ils ont de la dignité et ils ne veulent pas baisser les bras. Et ils vont chercher à d'autres horizons des moyens d'obtenir du revenu suffisant. S'ils l'avaient ici, ils n'allaient pas quitter. Hein. Les gens vont partir par le désert, par la mer, etc. Chercher du revenu. Le revenu est fondamental. Donc, si on arrive à donner du travail aux jeunes, hein, dans leur quasi-totalité, si on arrive à donner du travail aux jeunes, on a réglé le problème aussi bien de sécurité, aussi bien de l'immigration clandestine, aussi bien de la croissance économique, hein, et puis aussi bien de santé, parce qu'il faut avoir, quand on a des revenus, on peut prendre en charge sa santé. On n'est pas obligé d'aller toujours, on ne sera pas amené à toujours chercher des moyens parallèles à la médecine et qui sont quelquefois dangereuses. Des médicaments périmés qu'on achète, etc. C'est parce que le revenu n'est pas suffisant pour se prendre en charge à l'hôpital. Donc, tout cela, la question du revenu, elle est essentielle. C'est ça qu'il faut régler au Sénégal. On règle ça par notre programme. Nous, on le règle. Jusque-là, les gens, ils en parlent comme ça, mais ils n'ont pas de solution pratique. Nous, on a identifié la solution pratique pour régler le problème d'emploi. Très bien. Donc, jusque-là, sur ce point, on voit que les États-Unis, par exemple, sont l'un des rares pays donc, qui a pu régler le problème de l'emploi des jeunes. Donc, espérons qu'avec votre avènement, nous pourrons atteindre déjà cet objectif. Il n'y a pas que les États-Unis d'ailleurs, hein, il y a plusieurs pays. Hein. Il y a des pays qui atteignent jusqu'à 80% de taux d'emploi. Voilà. Il y en a, hein. Les nations ne sont pas riches du sous-sol. On va connaître l'erreur de croire qu'avec le pétrole et le gaz, on est riche. C'est faux. C'est faux. On n'est pas riche par le sous-sol, on est riche par le travail. C'est clair. Sur ce point aussi, vous avez pu expérimenter. Donc, j'ai une fois vu un documentaire de la BBC qui était venu jusque-là vous interviewer dans le cadre d'un de vos activités. Vous avez pu expérimenter. Donc, quels ont été déjà les résultats de ça? Et à travers de cette expérimentation, donc, pensez-vous que à 100%, donc vous pouvez déjà mettre en place donc, ce process pour qu'on finisse avec déjà le problème de l'autosuffisance alimentaire et le problème de l'emploi des jeunes? Oui, l'autosuffisance alimentaire est un objectif pour contribuer à notre souveraineté. C'est l'emploi, c'est le travail qui va assurer l'autosuffisance alimentaire. Le travail, l'organisation du travail qui va assurer. Dans l'agriculture. Ce que la BBC était venue faire ici, c'était faire un reportage sur la machine à fonio que j'ai inventée. Regarder son impact, etc., etc. Donc, ils ont fait un reportage. Et cette machine-là a fait le bonheur de nombre important de populations à travers le Sénégal et dans la sous-région aujourd'hui. Et j'en remercie grandement Dieu, je rends grâce à Dieu pour m'avoir permis de mettre au point une technologie qui soulage les peines des femmes et qui contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et à changer carrément leur vie en leur donnant plus de revenus, en boostant leur initiative entrepreneuriale à la base et en faisant du fonio de plus en plus une céréale connue à travers le monde. Tout est parti de l'invention de la machine à fonio. Et tout cela, il faut rendre grâce à Dieu. C'est important. Alors, on a parlé donc de secteurs et vous avez même touché d'autres secteurs sociaux de base comme le secteur sanitaire et
est-ce que vous avez déjà des plans pour au moins le renforcement des plateaux médico-techniques des hôpitaux? Parce que avoir les moyens aussi, sans pour autant que dans nos hôpitaux, qu'il y ait la possibilité de trouver le matériel nécessaire pour se soigner, je trouve ça un peu peine perdue. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais pour pouvoir se soigner au niveau local, par exemple, c'est compliqué. Tu as besoin de vous déplacer. Par exemple, à Kolda, on avait énormément de soucis avec le scanner, certains matériels. Tu es obligé de te déplacer, par exemple, dans une région nouvellement érigée, donc Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda. Oui, oui. Alors, nous, quelle est l'approche que nous avons sur les questions de santé? Si vous voyez, jusque-là, je n'ai parlé que de 9 programmes productifs, c'est-à-dire des programmes qui produisent des biens ou des services à valeur économique. Il y a 6 autres programmes qu'on appelle les programmes support. Ces programmes support-là, il y a la santé là-dedans, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a l'énergie, il y a la bonne gouvernance, il y a la culture, le sport, etc. Et tout cela converge vers la valeur travail. En quoi la santé contribue à valoriser le travail? C'est parce que la santé doit s'occuper de la santé du travailleur. Ah oui? Oui. Un travailleur doit être en bonne santé pour pouvoir bien produire. Donc, il faut s'occuper de sa santé. Parce que s'occuper de sa santé, c'est contribuer à la production. Donc, c'est un support. L'éducation également. La formation également. Tout cela, ça installe les conditions pour une bonne production. La culture va installer une manière de se voir. Cette restauration des valeurs de travail, nos valeurs culturelles de travail. Il faut restaurer, il faut valoriser par la bonne communication, etc. La gouvernance, ça fait partie des instruments qui permettent de créer les conditions d'une bonne production. Donc, c'est un programme support. Mais la gouvernance n'est pas un objectif. La bonne gouvernance n'est pas un objectif. L'objectif, c'est la production. La gouvernance est un instrument qui aide à la base. C'est un support pour aider. Donc, quand j'entends souvent certains politiques mettre l'accent sur la gouvernance, la bonne gouvernance, comme une fin en soi, je dis, ils ne sont pas en train de travailler pour la croissance et pour l'économie. Voilà. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le bon fonctionnement des institutions, etc., ça sert à quoi? Ça sert à supporter la production. Voilà. Mais c'est la production qui est visée. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. C'est important. Voilà, à part ça, nous allons attaquer un autre point. Donc, le point suivant est que nous avons vu que vous vous êtes carrément démarqué après que vous aviez quitté donc l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous êtes maintenant carrément dans l'opposition. Vous êtes notamment membre de la plateforme F24. Quelles ont été les motivations donc, de vous démarquer complètement? Dernièrement, nous avons eu écho aussi que vous étiez proche du PASTEF, du leader du PASTEF, parce que lors de sa visite ici, on a vu les images, donc vous étiez vu. Donc, pouvez-vous revenir sur votre position dans l'opposition? Oui, nous sommes dans l'opposition parce que nous sommes opposés à la manière dont le gouvernement fonctionne et puis nous avons des griefs importants sur certains actes posés par le gouvernement. Nous considérons que le président Macky Sall s'est écarté de sa propre voie. Voilà, et tout le problème. Il s'est écarté et nous avons choisi d'être dans la voie qui servent notre République et notre économie. Alors, être au service, valoriser, défendre les valeurs de la République, on ne doit jamais s'en écarter. Et nous, on reste sur ça. Mais concrètement, au fil du temps, le régime du président Macky Sall s'est écarté de la restauration et de la valorisation et de la préservation des valeurs de la République. Et les faits sont nombreux qu'il était. Maintenant, nous avons, nous,
inventé, mis au point une nouvelle voie de développement, une nouvelle approche. C'est une approche innovante sur le travail. Donc, nous, tout ce qui concourt à promouvoir une nouvelle ère pour le Sénégal, nous sommes ensemble. F24, c'est quoi? F24, c'est une plateforme qui s'est constituée justement pour s'élever contre l'éventualité d'une troisième candidature du président Macky Sall. C'est un point nodal. Et ça nous a pleinement mobilisés. Et nous restons mobilisés également pour cela. Maintenant, il y a d'autres points concernant la libération des détenus politiques et puis l'organisation d'élections inclusives pour laisser à tous ceux qui doivent participer de participer. Ceux qui doivent participer, participer. Donc voilà, nous sommes là-dedans, nous croyons à cela. Nous sommes cependant contre, et ça c'est aussi un point qu'on trouve dans le F24, le F24 n'est pas pour la violence. Non, le F24 a toujours inscrit son action dans le pacifisme, la manifestation pacifique. Voilà. Et nous adhérons aussi à cette manière de voir. Maintenant, oui, aux législatives 2022, Amfit Kolda a soutenu la liste de PASTEF ici. Je suis de Kolda, j'étais là, quand bien je suis le président national de Amfit, mais j'étais là. On a donné la liberté à toutes les sections de voir, selon la réalité locale, de voir quelle liste soutenir, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas candidats. Donc, on a estimé que les gens ont retenu de soutenir la liste de Yewwi Askan. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accueilli le président de PASTEF, Ousmane Sonko, ici à Kolda. Donc c'était pour exprimer mon soutien pour les élections législatives. Et nous restons, tant qu'on est dans la lutte pour la préservation de la valeur de la République, les chemins peuvent converger. Mais sur la base, nous, ce que nous croyons, c'est que nous avons un chemin qui est tout à fait spécifique pour atteindre le développement du Sénégal. Et c'est ce chemin-là qu'on veut promouvoir. Mais nous n'excluons nullement dans F24 toute forme d'alliance, de coalition, etc. pour les présidentielles. Mais Sanusi Diakité, Inch'Allah, nous allons aller à l'épreuve de la collecte de parrainage et nous espérons effectivement pouvoir collecter le nombre de parrainages qu'il faut pour pouvoir être candidat. Et nous ouvrons nous tendons la main à tout le monde. Très bien. Donc, sur social, nous ne ferons que vous souhaiter vraiment bonne chance. Merci. Et toujours sur le même point, donc nous avons vu certains de vos camarades de votre ex-formation politique, la paire. Donc, il disait que s'il dit que le président Macky Sall s'est dissocié de ses principes politiques, c'est pour cela qu'on a quitté. D'autres disent que le professeur Sanusi Diakité est l'un des apéristes qui sont frustrés, par exemple, pour avoir été éjecté du poste qu'il occupait, notamment le poste de directeur de l'ONFP. Donc, bon, ça c'est vraiment faire mauvais procès, quoi. Les gens ils me connaissent, moi, les gens n'ont qu'à regarder mon parcours. Oui. Depuis le temps que je suis en politique, est-ce que je montre de frustration? Vous savez, je sais affronter des épreuves. J'ai eu, dans mon parcours, à affronter des épreuves. Ce n'est pas des épreuves que je cherche, mais je l'ai affronté. Les épreuves ont été là, j'ai dû les affronter. Vous savez, j'ai prononcé un discours, j'ai fait une allocution lorsque j'ai quitté l'ONFP, et je crois que ça a été largement diffusé. Ça ne peut pas être l'objet d'une frustration. Non. La frustration est un sentiment plutôt plus ou moins enfantin, quoi. Moi, je suis responsable, je travaille pour mon pays,
je ne travaillais pas pour le président Macky Sall quand j'étais à l'ONFP. Je ne travaillais pas pour lui. Je travaillais pour le Sénégal dans une voie que lui m'a confiée, une responsabilité que lui m'a confiée. Mais je travaille pour le Sénégal. Alors, j'ai fait 7 ans à ce poste-là. Quoi d'être frustré après avoir fait 7 ans dans son poste? Au contraire, quand j'ai quitté, je l'ai remercié de la confiance qu'il m'a accordée pour avoir fonctionné, était directeur général de l'ONFP. Et à ce poste-là, plusieurs Sénégalais, des gens que je ne connais pas, ont pu bénéficier de mon action, mais cela n'a été possible que par la nomination qu'il m'a faite. Donc, cela est un fait historique, ça fait partie de mon parcours. Mais de là à dire que c'est une frustration puisque j'ai été écarté, non. Je constate qu'il y a eu des dérives dans la marche du régime. Il y a eu des dérives. Et on ne peut pas me démontrer le contraire. Il y a des dérives. Même les apéristes dont vous parlez là, ils sont d'accord qu'il y a des dérives. Eux-mêmes, ils se le disent entre eux, qu'il y a des dérives. Ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils sont dans le système, c'est pourquoi ils ne peuvent pas élever la voix. Mais ils sont tous d'accord qu'il y a des dérives. Donc, à partir du moment où il y a des dérives et que c'est un constat objectif, si je conforme mon comportement par rapport à m'élever contre ces dérives-là, on ne peut pas l'appeler frustration. Donc là, on me signale que notre temps s'approche de la fin. Donc on tire donc à la fin de l'entretien. On va revenir sur votre position au niveau local. Donc nous avons vu que vous avez passé assez de temps à Kolda et nous vous voyons un peu sur le terrain. Donc récemment, j'ai vu une de vos publications sur une réalisation que vous avez faite au niveau du centre polyvalent. Donc vous y avez mis, je pense, une pompe à eau donc pour aider cette population. Voilà, un forage. Et d'autres réalisations. Donc ça prouve que vous êtes sur le terrain, vous êtes en train donc de raffermir les bases. Est-ce dans les perspectives de votre campagne pour la présidentielle de 2024? Moi, c'est naturel chez moi. Le travail est naturel chez moi. Tout ce que j'ai eu, je ne l'ai eu que par le travail. Que par le travail. Alors, j'ai réalisé oui, ce forage-là et ça fait le bonheur de toutes les populations environnantes. Mais aussi à l'atelier aussi. Je fabrique des machines. Quand vous voyez à l'atelier avec la blouse, vous ne direz pas, oui, c'est celui-là. Quand vous voyez au champ avec le tracteur, vous allez dire, voilà. Avant-hier, j'ai semé mon champ de fonio. Voilà. Donc, vous savez, la polyvalence là est un atout pour la haute fonction à laquelle j'aspire. Voilà. C'est important. Je vis cela, je sais de quoi il s'agit. J'en parle en connaissance de cause et j'en parle avec des éléments maîtrisés sur le terrain. Je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas aussi dans le vide. C'est important. Alors là, vraiment, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous, professeur. Donc, votre dernier mot et votre appel donc, à l'endroit des Koldois. Oui, je suis candidat à la présidence de la République du Sénégal. Je me présente à vous, à tous les Sénégalais, à tous les Casamancés, à tous les Koldois. Je me présente. Je me présente à la diaspora. Je suis candidat. Pour être candidat, ce qui est important à régler, c'est quelle vision nous avons pour le Sénégal. Est-ce que nous avons des solutions pour le Sénégal? Première chose. Deuxième chose, quelle est notre propre posture, notre parcours? Sur ces deux éléments, je crois que je peux ambitionner d'être président de la République du Sénégal. Parce que je sais comment mettre en place des dispositifs qui soient des dispositifs de production qui génèrent de la valeur économique. Ça, je l'ai fait dans le passé et à l'échelle du pays, c'est le même principe qu'il faut appliquer. Donc, je compte sur le soutien des Koldois, je compte sur le soutien des Casamancés et je compte sur le soutien des Sénégalais. Je compte également sur le soutien de la diaspora sénégalaise. D'ailleurs,
ceux qui ont été les inspirateurs de la création de Amphit, c'est des Sénégalais de la diaspora qui ont souhaité me voir agir à l'échelle du Sénégal et pas seulement à l'échelle de Kolda. Donc, je les appelle. Je peux résoudre des problèmes. J'ai des solutions pour des problèmes. Pour arriver à cela, c'est le soutien des Sénégalais dont j'ai besoin. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Il s'agit pas, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'imagination et de posture, de vision et de posture, d'ambition et d'attitude. C'est pas une question d'argent. Donc moi, je les appelle à soutenir ma candidature. Elle est innovante. Et la voie que j'emprunterai à la présidence de la République n'a jamais été empruntée jusque-là par aucun régime du Sénégal. Et son but principal, c'est de réaliser notre souveraineté économique. Et la souveraineté-là, on ne crie pas sur les toits, on l'a construit. Ce n'est pas crier sur les toits qui va nous donner de la souveraineté. C'est construire la souveraineté qui est l'enjeu. Et il y a une manière de faire, il y a des procédés, il y a des approches pour cela. Et ce sont ces approches-là que moi, que nous avons identifiées dans Amphit et que nous voulons mettre en œuvre une fois à la magistrature suprême. Très bien, en tout cas, nous vous souhaitons bon vent et plein succès dans vos projets. Voilà, chers internautes, followers et viewers, donc c'était votre entretien avec le professeur Sanusi Diakouté sur Focus Télévision. Donc nous vous remercions de votre attention de l'autre bout de l'écran et nous vous donnons rendez-vous à bientôt sur d'autres numéros. Merci.